Les amis, bonjour à tous. Nouveau sans borne avec Jacques Séguéla. C'est pas vrai. Ah bah, mais si, je te promets. Et plus de 1500 campagnes publicitaires, 20 présidentielles. Et alors, l'automobile, les publicités automobiles. Il a fait des très grandes campagnes, enfin du moins était responsable de très grandes campagnes automobiles. Il en connaît un tout petit peu d'histoire, hein, tu vois, à raconter. On a d'ailleurs hâte Il écrit pas mal de bouquins aussi. En fait, il a une vie extraordinaire. Mais complètement folle. Et il était normalement destiné à être pharmacien. Ouais, docteur en pharmacie. Ce qui est complètement fou. Donc on va aller voir Jacques de ce pas. Ouais. On a hâte qu'il nous raconte tout ça. C'est un livre ouvert, une vie entière. Ouais, c'est parti. On roule. Ah, bonjour Jacques. Bonjour l'ami. Jacques, bonjour. Tu sais, on est intimidé. Non mais je t'assure. Ça commence très mal. Ah, bah, on va se rattraper. Ouais. C'est le clap. Moi je suis content, j'ai jamais vu autant de caméras sur devant moi. Écoute. Et pourtant, tu as dû en voir. Hein. Allez, en plus, on est doublement ravis. Et en plus, moi, j'ai une petite histoire avec vous. Ah oui? Vous avez eu plein de parcours comme ça, donc vous vous en souvenez probablement pas, et c'est bien normal. Quand j'étais jeune, étudiant, vous aviez fait une interview sur un site qui s'appelait à l'époque Caramel, où vous donniez quelques conseils aux jeunes pour les aider à réussir. Oui. Et en fait, il y avait des conseils où j'étais pas tout à fait d'accord, même si vos conseils étaient bons, et je vous ai écrit parce que vous donniez votre mail. Et vous m'avez répondu avec une lettre manuscrite. Ah oui? En me disant, c'est grosso modo, que vous compreniez mon point de vue, que j'avais raison. Il dit, moi, je m'en suis pas rendu compte. Merci pour votre démarche, merci pour votre lettre. Et vous m'avez envoyé un livre. Où est la lettre? Un livre. Alors malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé pour le tournage. Parce qu'elle est dans mes cartons, j'ai déménagé. Avec un livre dédicacé par votre part. Ah et à l'époque, il disait que La Terre en rond? c'était il y a 20 ans, le titre. Comme j'ai pas retrouvé Ne dites pas à ma mère. Je crois que c'était celui-là. Bah, ne dites mais pas je à ma suis mère, pas sûr à 100% de elle mon me coup. croit pianiste dans un bordel. Oui, ça c'est drôle. Ouais. Là, je me sens pianiste dans un bordel de caméras. Où est le piano? Et ce qui était très gentil, c'est en plus, vous m'aviez dit, comme vous êtes étudiant et que vous cherchez un stage, rendez-vous est pris avec la DRH de notre groupe. Elle vous attend lundi pour aller la rencontrer. Génial. Donc 20 ans après, c'est un chouette souvenir et je vous en remercie. Mais alors, tu es allé là-bas ou pas? Oui, bien sûr que j'ai été la voir. Mais moi, à l'époque, je voulais travailler dans le trading. Donc j'ai été la voir par politesse et aussi pour me faire une expérience. Et finalement, le chemin m'a emmené vers autre chose. On ne peut pas dire du mal de Volkswagen qui a quand même été, qui a fait la plus belle campagne automobile de tous les temps. Ben ouais, t'es d'accord. Moi j'ai connu Bill Bernbach. J'ai connu Bill Bernbach, l'homme qui a créé la publicité Volkswagen. Et il est venu me voir à Paris, il voulait racheter l'agent d'ailleurs. Ah bon? On a vraiment sympathisé. Ouais. On était tout petits, nous on était 40 ou 50 à l'époque. Et je suis allé le retrouver à New York et il m'était déjà âgé, il avait passé les 80 ans. Et j'allais chaque année, une ou deux fois par an, je prenais l'avion spécialement pour aller passer une journée avec lui. J'arrivais la veille parce qu'il me recevait à 7h du matin pour le petit déjeuner. À 80 ans, il était dans son bureau à 7h du matin. Et je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, parce qu'il nous a quittés 3 mois plus tard, j'arrive à l'heure, il me dit que je suis en retard, mais je suis en train de finir de relire une annonce. Et il était au dernier étage de l'agence sur la 5e avenue, etc. Mais il avait un bureau immense. Mais lui, il avait son petit bureau de départ. Ah bon? Oui, avec sa chaise de départ, tout à fait au fond du bureau qui n'en finissait plus comme ça. Ouais. Et moi, j'étais sur le côté et je voyais qu'il était en train de travailler sur une agence, sur une campagne Volkswagen, sur une annonce Volkswagen. Bon. Et il me dit, mais j'ai juste 2 mots à changer, etc. Il a mis 45 minutes à changer les 2 mots. Et moi, je regardais, là, je n'osais pas dire un mot, j'ai dit, il va s'arrêter quand même. À l'époque, tu avais quel âge alors? Tellement il était pointilleux, tellement il était scrupuleux, tellement il allait au bout des choses et ne laissait rien passer. Et voilà. Mais les pubs Volkswagen, elles ont ouvert la voie aux publicités automobiles. Bien sûr. La première pub était formidable. C'était une pleine page dans le journal new-yorkais où on voyait la voiture. Et le titre, c'était « Raté ». Non. Oui.
Et le texte disait vous ne croyez pas, venez l'essayer. Ah, c'est provocateur, c'est intelligent. Vachement bien. Ah, mais et après, il y a eu toutes les grandes campagnes Volkswagen et qui durent encore aujourd'hui, avec cet esprit juif new-yorkais, d'humour, de savoir se moquer de soi-même. Oui, avec beaucoup de recul avec et beaucoup tout ça. de recul. Et c'est la campagne automobile la plus primée, avec évidemment Citroën. Jacques, naissance à Paris, enfance Montpellier-Perpignan, pour devenir pharmacien, c'est ça? Oui. Comment, de pharmacien, on devient publicitaire? Par une rencontre. Tu sais, la vie est faite de rencontres. Tout a commencé pour moi à Paris, lorsque je suis revenu du premier tour du monde que j'avais fait avec Jean-Claude Baudou en 2 chevaux. Ce qui est très curieux, c'est que personne, à cette époque, n'avait eu l'idée de faire un tour du monde en voiture. On faisait le tour du monde à vélo, on faisait le tour du monde à pied, on faisait le tour du monde en bateau, mais jamais on avait pensé le faire en voiture. Et souvenir avec Citroën. Pour moi, la seule voiture capable de faire ça, c'était une 2 chevaux. Parce qu'elle était très légère, on pouvait la sortir du sable, elle consommait 5 litres 100. Et puis c'était une facile à réparer au cas où. Très facile à réparer. Nous, on savait à peine changer les pneus et les bougies, on ne savait pas aller plus loin. On a fait ce premier tour du monde, on a traversé 6 déserts, parce que moi je suis un passionné de désert. Aujourd'hui, quand tu traverses un désert, tu as un hélicoptère au-dessus de toi, tu as un téléphone dans une main et tu as un GPS dans l'autre main. Nous, on avait une boussole. On avait une boussole. Et on ne savait pas faire le point. Donc on disait, oui, bon, c'est un peu par là. Non, c'est peut-être un peu par là. Bon, le nord est là, quoi. Le nord est là. On sait que déjà, on n'est pas au sud. Voilà, bon, c'est à droite. Bon, donc on finira par trouver la sortie du tunnel, la sortie du désert. Alors, et cette expérience, alors, tu en fais un livre, c'est ça? Ça a duré 2 ans. Ouais. 2 ans? Oui, je suis revenu à Paris, frappé à la porte du directeur de la communication de Citroën et du patron de la presse Citroën, qui s'appelait Wolfgang Singer, et Claude Pech était l'homme de la publicité. Ils m'ont dit, écoutez, nous, si vous écrivez un livre, on va vous aider à lancer le livre. J'ai dit, mais moi, je suis pharmacien, je ne sais pas écrire un livre. On m'a dit, mais si, c'est très simple. Écoute, tu te mets devant une page de papier et tu écris ce qui te passe par la tête. Et puis tu viens nous voir et nous, on te corrigera ça, on te mettra ça en forme. Ce qui s'est passé. Et on écrit le livre en 1 mois. En 1 mois. Maintenant, j'ai mis 1 an à écrire le livre. Il a vendu 150 000 exemplaires, je crois. Absolument, ça a été le best-seller du moment. Et par une chance incroyable, le livre est arrivé chez Prouveau, qui était le propriétaire et le créateur de Paris Match. Il dit à Roger Théron, qui était le rédacteur en chef de l'époque, écoute, nous on a des grands reporters qui font leur reportage dans des hôtels 5 étoiles, et j'y ai parcouru le livre de 2 petits globetrotters qui eux ont passé 350 nuits à la Belle Étoile, et dont le voyage leur a coûté 1 franc par jour, parce que l'essence était payée par Shell et les pneus étaient payés par Dunlop. Il dit ce serait pas mal de les recevoir et pourquoi pas de les engager pour contrebalancer un peu les mauvaises habitudes de nos grands reporters. Et c'est comme ça que je suis rentré à Paris Match. Et puis de Paris Match est arrivé l'heure du service militaire. Et j'ai une chance folle, parce que moi j'ai toujours été mené par le bout du nez, par la chance, qui m'a toujours amené là où il fallait m'amener. Et je tombe dans une chambrée où il y avait Philippe Labro, le journaliste, le cinéaste, oui, bien sûr. Où il y avait Francis Weber. Non. L'auteur de théâtre le plus plus prolixes et tout ça. Le plus connu. Où il y avait Juste Jacquin, le
le cinéaste d'Emmanuel, etc. Le film qui a tenu l'affiche pendant 15 ans sur les Champs-Élysées. Et Pardon, non. le grand photographe du moment. Et quand on dit ça comme ça, on me là au milieu. Et le capitaine qui dirigeait tout ça dit, écoutez, on a décidé de faire un journal pour les jeunes qui font la guerre là-bas en Algérie, pour pouvoir leur offrir le journal tous les mois. Et on veut que ce soit un style Paris Match pour les armées. Comme moi, je venais de Paris Match et que j'étais le plus âgé parce que j'étais sursitaire étant docteur en pharmacie, j'avais 2 ans de sursis, c'est-à-dire qu'on partait faire son service militaire à 25 ans. Moi, j'avais le droit à 2 ans de plus, à 27 ans. Il me dit, comme toi tu viens, eh ben, c'est toi qui seras le rédacteur en chef. Et je me suis trouvé le rédacteur en chef de ces 4 mecs de génie. Mais ouais, c'est dingue. Bon, et on a fait le journal qui s'appelle TAM, qui existe toujours. Sur les, qui est le magazine des armées. Le magazine des armées, le magazine des appelés, parce qu'il y avait quand même, je crois qu'il y avait 400 000 appelés à l'époque, hein, c'était pas une petite chose. Bon. Oui, le service militaire obligatoire, moi, tout quand ça. Tout le monde dit, mais tu es le rédacteur en chef, donc tu dois faire le journal. Moi, j'ai frappé à la porte de Théron. Et je lui ai dit, écoute, qui avait été mon patron, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Parce que moi, j'ai un journal à faire, je ne sais pas comment on fait. C'est lui qui a fait la maquette, qui a fait le journal. Donc je suis revenu, ils m'ont pris pour un génie. Mon seul génie a été de frapper à la porte du vrai génie, c'est-à-dire de Roger Théron, qui a été le plus grand rédacteur en chef et directeur de Paris Match. Donc, normalement, tu commences une carrière, j'allais dire, de journaliste. La première chose que m'a appris le tour du monde, ouais. Avec Jean-Claude Baudot, mon frère d'armes, mon frère d'âme, on va fêter nos 85 ans d'amitié. Oh, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est phénoménal. Ça m'a appris que la voiture, c'est un cocon. Tu te retrouves un peu dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire que tu es déjà dans une situation de protection. Parce qu'une voiture, ça te protège. Deuxièmement, tu vois défiler le paysage. Donc, la vie est très statique. Tu es quand même assis dans un bureau pour la majorité des gens, 8 heures par jour. Mais dans un bureau, tu vois toujours le même mur. Dans une voiture, tu ne vois jamais 2 fois la même chose. Non. Et ça prête à l'épanchement. Moi, je suis marié depuis 45 ans à la femme de ma vie. Et en 45 ans, on ne s'est jamais disputé. Jamais disputé. Bravo. Moi, je suis le seul publicitaire français à avoir 5 enfants de la même femme. Eux, ils ont 5 enfants de 5 femmes différentes. Eh bien, je ne me suis jamais disputé avec ma femme. Et quand je sens qu'il y a l'ombre d'une dispute, je prends la voiture, je m'installe dans la voiture et je sais qu'on va se réconcilier avant même de se disputer. Parce que la voiture porte à ça. Écoute, c'est formidable. C'est formidable. Tu vois ce qu'on fait là. Oui, c'est propice aux confidences, aux conversations. C'est ça. Exactement. Et dans une voiture, tu te laisses aller. Pourquoi tu fais le choix de devenir publicitaire déjà à la base? Alors, tu es passé de pharmacien à journaliste et de journaliste. De nouveau, c'est un rendez-vous. Oui. Après le rendez-vous de la chambrée des 4 génies de la TAM. De TAM, je me retrouve chez Lazarev, qui était le patron de François. Non, mais tu croises que des grands noms, c'est dingue. Bon. Avec Lazarev, j'ai créé un journal avec lui qui s'appelait Vive les vacances, qui était l'ancêtre de VSD, etc. Et quand j'ai eu 30 ans, Pierre Lazarev m'invite à déjeuner au Fouquet's. Il avait sa table au Fouquet's, qui à l'époque était le restaurant des restaurants. Hein. Et il me dit, écoute, moi j'étais avec lui depuis 3 ou 4 ans, j'aime bien ce que tu fais, tu as le sens du titre, qu'est-ce que tu veux devenir? Maintenant je comprends que c'est un déjeuner de plan de carrière. Bon. Est-ce que tu veux devenir le rédacteur en chef de François? Parce que justement il va nous quitter. Est-ce que tu préférais être le rédacteur en chef de Elle? Parce que ma femme est un peu âgée, elle perd un peu la tête, elle a besoin de quelqu'un avec elle. Est-ce que tu veux qu'on fasse un nouveau journal ensemble?
Je lui dis, écoute Pierre, je suis désolé, je vais peut-être te heurter. Non, moi je veux créer ma boîte qui rachètera François. Il me dit, mais tu es débile. Il me dit, mais vraiment tu es débile. François va mourir. Il me dit, il y a 40 ans, François va mourir. François, en tête du journal, il y avait un slogan qui était « Le seul quotidien qui tire à plus d'1 million d'exemplaires ». C'était phénoménal. Et François est mort. Il me dit, toi, tu n'es pas fait pour la presse. Va dans un métier neuf, va dans la publicité. Moi, je ne sais pas ce qu'était que la publicité. Enfin, c'est vaguement comme ça, mais je ne fais aucune étude de publicité. Je n'ai pas attiré particulièrement par la publicité. Mais ça m'a tellement travaillé, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je me suis levé à 5 h du matin, je lui ai écrit une grande lettre d'amour, qui est aussi une lettre de démission, en lui disant, moi je crois dans les gens qui ont réussi. Si tu me dis que je suis fait pour la publicité, même si je ne sais pas ce que c'est, je vais tenter la publicité. Et là-dessus, je cours retrouver mes copains de Citroën, qui me disent, mais si tu veux entrer dans la publicité, va dans notre agence. C'est comme ça que je fais la publicité de Citroën depuis 60 ans, et que je fais toujours, encore aujourd'hui, la publicité de Citroën. Oh, c'est merveilleux. Ça a été pour moi un coup de foudre incroyable. Mais l'agence s'appelait Delpire, qui était un directeur artistique d'énorme talent, qui n'aimait pas vraiment la publicité, mais qui adorait le design, la beauté des choses, la direction artistique. Il me dit, écoute, moi je n'ai pas besoin de toi sur Citroën, mais puisque tu es docteur en pharmacie, ouvre le département pharmaceutique de l'agence Delpire. Je dis, après c'est une bonne idée. Et il dit justement, les laboratoires Roussel sont en train de lancer un nouveau médicament, tu devrais frapper à leur porte. Moi je frappe à la porte de Roussel. Et je leur dis, écoutez, voilà, moi je ne suis pas publicitaire, mais je suis docteur en pharmacie, donnez-moi ma chance. Il dit, mais on a déjà 3 agences. Je dis, mais justement, moi ce sera différent. Écoutez, après tout, si vous voulez vous raccrocher au wagon, raccrochez-vous au wagon, d'accord. Bon. À l'époque, la publicité pharmaceutique, ça consistait à avoir un recto verso. Au recto, l'image devait être absolument une image culturelle. Au verso, il y avait le nom du médicament et la composition du médicament, parce que la publicité du médicament était extrêmement limitée à cette époque-là. Et réglementée déjà. Très réglementée. Donc je dis, la seule chose où on peut être original, c'est sur la couverture. Donc il faut que je trouve une idée de couverture. Et moi, je me suis souvenu que mon maître à penser, Jacques Prévert, parce que j'étais déjà sous la coupe du prince des mots. Hein. Ouais, très grand poète, évidemment. Ouais. Et je me suis souvenu qu'il faisait des collages, et des collages qui étaient terriblement violents. Peut-être que ça pourrait exprimer, puisque le médicament en question, c'était le Glyphanan, c'était un grand antidouleur, peut-être que ça pourrait exprimer la douleur. Et deuxième chance, j'ouvre l'annuaire, Prévert était dans l'annuaire. Je téléphone. Je dis voilà, je suis publicitaire, je suis publicitaire, je voudrais vous rencontrer, j'ai une idée. Ah, la publicité, moi ça m'intéresse. Vous savez que j'ai fait beaucoup de publicité, il avait fait beaucoup de publicité. À l'époque, il avait abandonné, il était sur la fin. Hein. Il était un peu seul, sa femme était partie. Bon, il était un peu mal dans ses baskets. Il était un peu mal dans ses charentaises, parce que ce qui m'a le plus frappé quand il a ouvert la porte, c'est qu'il avait 2 pantoufles. Je dis merde, le prince des mots en pantoufles, c'est pas possible. Oui, tout à coup, le mythe s'effondre un peu. Le mythe s'effondre un peu. Bon. Et il me dit, vous savez, moi j'ai fait de la publicité à l'époque, quand on faisait des films, j'aime ça. Donc je vais vous faire vos collages, mais comme je m'ennuie, je veux que vous assistiez avec moi à la fabrication des collages. Et puis vous êtes sympathique, je vous invite à déjeuner, je vous fais des spaghettis. Allez m'acheter un petit Robert. Et moi, je descends dans l'escalier, je dis, mais comment, lui c'est l'encyclopédie universelle. Comment il peut avoir besoin d'un petit Robert? D'un dictionnaire, ouais. Un dictionnaire. Bon, je remonte. J'avais trouvé la première librairie ouverte, j'avais acheté un petit Robert.
Je lui donne le petit Robert, mais il dit, ces gars-là, vous êtes débiles, c'est un camembert, petit Robert. Je vous avais demandé, un dictionnaire. Elle est super. Et donc on a passé 3 jours, merveilleux ensemble. J'arrivais à 11h, je partais, il faisait la sieste à 4h, donc je partais à 4h, il faisait ses collages qui étaient absolument admirables. Et quand je suis parti, j'ai dit, Jacques, donne-moi un conseil, moi je démarre dans ce métier, la publicité c'était ma première campagne. Bon, c'est ma première campagne. Quel conseil que tu me donnes? Il dit, écoute, c'est très simple. Il y a ceux qui croient, ceux qui croient, ceux qui croient. Ne sois pas un corbeau, sois un aigle, comme Napoléon Bonaparte. Ne sois pas un corbeau, sois une colombe, comme Picasso. Et surtout, crois en toi. Et ça m'a servi toute ma vie. Et chaque fois qu'on m'a demandé quelle est la chose la plus importante, c'est de croire en soi. Si déjà tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Donc, même si tu fais toutes les conneries du monde, même si tu es un minus, peu importe, crois en toi, crois en ce que tu es, et à force de croire en toi, ça va se développer, tu vas trouver ta personnalité, et tu vas faire ta vie. Un joli message. Ouais, c'est très émouvant. Et merci Jacques, sans lui je serais certainement pas là, parce qu'il m'a donné l'envie vraiment de me passionner pour pour toi métier. Ça a été vraiment déclencheur. Ça a été absolument déclencheur. Et si je peux me permettre, Jacques, c'est vrai que c'est un message que vous avez un peu porté tout au long de votre vie, parce que moi quand j'avais 20 ans, quand je vous ai envoyé cette lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était lié à ce message-là. Et en fait, il y a tout un tas de générations que vous avez inspirées, qu'on travaille dans la publicité ou pas. Moi, j'ai fait d'autres voix, par exemple. Mais vous avez toujours porté ce « bougez-vous, donnez-vous votre chance, le monde est à vous, allez le saisir, etc. » Allez-y. Et soyez optimistes. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Restez dans l'avion. Toute ma vie, je me suis souvenu de la phrase merveilleuse de Pierre Dac qui dit « Si l'on mettait un peu de rose dans notre matière grise, il y aurait moins d'idées noires. » très joli en plus. Je suis pour les idées lumineuses. J'ai l'impression que les Français, au contraire, et déjà poussés par les médias d'actualité dont c'est le fonds de commerce, veulent absolument toujours voir l'envers des choses au lieu de voir l'endroit. Ils veulent toujours voir le négatif des choses, au lieu de voir le positif. Comment tu vis justement l'époque aujourd'hui qui est très... avec les réseaux sociaux, avec parfois un état d'esprit plutôt sombre en fait. Critique et négatif. Pour quelqu'un d'aussi optimiste, d'aussi poète. Justement, je dis, face à l'intrusion des médias et de l'information en continu qui essaye de nous foutre le cafard, il faut demander de plus en plus à la publicité, elle, d'être la poétesse du jour, elle, d'être marchande de bonheur, marchande d'idées, marchande de couleurs, marchande de vie. Parce que finalement, les autres, c'est une sorte de petite mort. Et donc, plus que jamais, il faut redoubler. La publicité est un des moyens, mais il y en a plein d'autres. Il y a le cinéma, il y a la littérature, il y a la vie tout court. Il y a l'art, il faut absolument compenser cette vague noire par toutes les vagues de couleurs que tu peux trouver. Automobile, Citroën, années 80, années bénies, on a le sentiment. La Visa, un porte-avions français. On se souvient de cette publicité où elle est catapultée. Il y a la CX avec Grace Jones. Oui. C'est des années folles. C'est les grandes années de Créa, c'est les grandes années de la pub chic, de la pub choc. C'est des années où la créativité était reine et les créatifs, les petits rois du moment. Et j'ai eu la chance de créer avec Bernard Roux, mon agence, à cette époque-là, parce qu'on a créé l'agence en 68. Donc prête pour les années 70, qui vont être le début de cette publicité-là.
et l'éclosion des années 80 où tout était possible. Une sorte de liberté. Si on en reprend par exemple, si on en revient au film, un jour, Georges Falconet, qui était le patron de Citroën, me téléphone et me dit on a une voiture à lancer, elle n'a pas grand chose d'intéressant parce qu'on n'a pas pu, c'est un moment où Citroën perdait des parts de marché, avait beaucoup de difficultés. Il avait la peur que Peugeot, voyant ces difficultés, absorbe Citroën et que la marque disparaisse. On se souvient. Donc il me dit écoute, on a une voiture qui doit nous sauver. C'est une petite voiture. Sa seule qualité, c'est qu'elle a un moteur GTI. Je lui dis, écoute, ça suffit peut-être, parce que GTI, ça veut dire vitesse, GTI, ça veut dire ça bouge, mais ça veut dire boum boum. Moi, ça me plaît, je vais partir là-dessus. Il me dit, vas-y. Je dis, écoute, la vraie publicité, c'est celle qui prouve. Donc, on prétend que cette voiture va vite. Moi, je vais prouver qu'elle va vite. Et comment je vais le prouver? En faisant une course contre ce qui va le plus vite au monde. Qu'est-ce qui va le plus vite au monde? Un jet. Et bien, on va faire une course de ta voiture avec un jet. Il dit, mais tu es fou, ça. Mais oui, pourquoi pas. Et même, tu vas voir, au début, elle va gagner le jet, parce qu'elle est plus légère. Bon. Et puis, je me dis, où est-ce qu'on fait ça? Alors, on fait ça sur un tarmac, c'est un peu ridicule. On fait ça sur une piste d'avion. On fait ça sur le lac Salé. Beaucoup de films se faisaient sur le lac Salé aux États-Unis, parce que c'est une grande dune blanche, etc. Non plus finie. C'est là où il y a parfois des records de vitesse. Là où il y a les records de vitesse. Bon, c'est quand même très cher, etc. Mais je dis, les enfants, porte-avions. Porte-avions. Tout le monde dit oui, et j'appelle mon client qui dit c'est une bonne idée le porte-avions, d'accord. 10 minutes après, il me rappelle, il me dit mais écoute, il est nul ton film. Les Français font des voitures qui roulent, pas qui coulent. Donc ton film il sert à rien. Je dis merde, oui, non, laisse-moi 10 minutes. Je rappelle et je dis on fait ressortir la voiture sur un sous-marin. Oui, c'est la fin de la pub. Voilà. C'est la fin de... Il dit d'accord, chiche. Alors comment organiser ça? Mais à partir de là, le lendemain matin, j'envoie un petit producteur aux États-Unis, à Los Angeles. On dit voir si on peut tourner ça dans un studio, comment ça coûterait. Et puis j'avais lu que les Russes étaient en train de vendre leur vieux matériel militaire à la casse. Je dis peut-être qu'on peut louer un sous-marin pendant une semaine. Bon. J'envoie un TV producteur à Los Angeles, l'autre à Moscou, c'est no et niet. Bon, ok, d'accord, très bien. Next, bon, ok. On était dans les années 85, François Mitterrand était président, et je me dis, il n'y a que François qui peut me sauver. Bon. J'appelle sa secrétaire, Marie-Claire Papeguet, je lui dis, il faut que tu m'obtiennes... un porte-avions. Il faut que tu mettes 5 minutes avec le président, mais le président est très occupé. Oui, mais je sais, mais moi c'est une affaire de vie et de mort. Si je ne réussis pas ce film, Citroën va me virer, c'est 80% de l'agence, il faut que j'ai le président qui peut m'aider. Bon, elle me dit, écoute, viens, arrive. Bon, j'arrive en courant à l'Élysée, je monte au premier étage, il y a le bureau des présidents. Et on dit ça, on est près de l'Élysée en plus. On y est exactement. On va passer devant pour l'histoire. On est là. Ouais. Je me souviens que j'ai déjeuné dans ce restaurant qui était là, avec Bout de Crou. Je te raconterai après l'histoire extraordinaire de Bout de Crou dans ce restaurant-là. Donc tu montes les escaliers 4x4. Je monte les escaliers 4x4 et c'est Mitterrand lui-même qui m'ouvre la porte. Oh. Il dit, mais c'est gars, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est gars, Monsieur le Président, il faudrait juste un porte-avions et un souverain. Il dit, mais c'est gars, mais vous êtes fou. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Monsieur le Président, juste de la publicité. Et Mitterrand adorait la publicité. Il avait la publicité au cœur. Il me dit, mais racontez-moi votre film. Et il me dit, écoutez, votre film, il est nul. Mais pour l'armée, pour l'aviation, pour la marine, il est formidable. Donc vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. Et c'est tellement mieux quand avec les porte-avions et les sous-marins, les présidents font de la pub et pas la guerre. Et bravo Mitterrand. Quel est le président aujourd'hui qui accepterait de prêter une semaine un porte-avions atomique et un sous-marin atomique pour faire 30 secondes de pub? Voilà.
Et c'est pour ça que 40 ans après, on parle encore de ce film-là. Et dans 40 ans, on parlera encore de ce film-là. Parce que une chose qu'il faut bien savoir dans mon métier, c'est que 80% des marques que j'ai connues au XXe siècle, et j'en ai créé quelques-unes, sont mortes avec le siècle. 80% des marques qu'on consomme aujourd'hui, qui sont là dans les magasins aujourd'hui, vont mourir avec le siècle. Et donc mon métier à moi, c'est pas simplement de vendre des automobiles et des yaourts. Mon premier métier à moi, c'est de faire que Citroën, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, sera toujours là. Oui, de générer des souvenirs. Voilà. Et que Danone, dans 50 ans, dans 60 ans, soit toujours là. Et pour ça, il n'y a qu'une méthode. Quelle est la seule chose éternelle qui est créée? Le terrien. C'est tout simple. C'est l'âme. L'âme est éternelle. Magique de la publicité qui me fascine. Comment, en simplement une idée, on peut faire qu'un président va vous offrir le plus beau cadeau qu'un président n'ait jamais fait à un publicitaire et qu'on ne pourra plus jamais faire à un publicitaire, de lui offrir un porte-avions et un sous-marin pour 30 secondes de pub. Réflexion comme ça qui vient à l'esprit, les pubs Citroën et bien d'autres des années 80, on les a encore en tête. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les pubs à la télé, au cinéma, elles passent très vite, elles sont très fugaces, elles marquent moins les esprits. Tu as moins de souvenirs des... Pourquoi? Parce que les publicitaires ont oublié la règle de base de la publicité. Un jour, Cocteau a croisé Diaghilev, le danseur, à l'opéra. Et il lui a dit: quelle est la définition de ton art? Et Diaghilev réfléchit 5 minutes et dit: écoute, je pense que c'est étonne-moi. Ah non, 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 lui dit Cocteau, ça je suis désolé, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. Et moi je dis, allez au musée Diaghilev, au musée Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la publicité, c'est la définition de la poésie, et la publicité c'est avant tout la poésie. Les gens vont dire oui, mais maintenant la publicité c'est la data, c'est la technologie. Oui, bien sûr que c'est la data et c'est la technologie, et ça nous fait formidablement progresser parce que à l'époque il fallait faire un spot d'automobile sur la une qui touchait le soir 10 millions de Français, mais il n'y en avait qu'un million qui était intéressé par la voiture. Il y en avait 9 millions qui en prenaient plein la gueule pour rien. Et donc aujourd'hui, avec la data, on peut toucher directement celui qui est intéressé où on le veut. Bon. Mais une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. C'est un pistolet pour rien, pour ne rien faire. Donc, il ne peut pas y avoir de publicité sans idée. J'ai cherché d'ailleurs, pendant mes 70 ans de carrière, j'ai cherché la meilleure définition de la créativité. Et je n'ai trouvé qu'une question. Pose à un annonceur la question simple suivante: que devient la neige lorsqu'elle fond? Il te répondra: de l'eau. Voilà, de l'eau. Bien sûr, il n'a même pas osé le dire. Oui, bon. J'ai réfugié en disant que j'étais en train d'essayer de conduire. C'est une réponse incolore, inodore et sans saveur. Pas pour moi. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Oh, c'est plein de poésie, c'est formidable. C'est ça la publicité. On découvre, ce n'est rien d'autre que ça. C'est formidable. Alors j'en reviens à l'histoire de Bout de Croup. Ouais. On est passé là. Il y a, c'était dans les années 80, donc il y a bientôt 45 ans, 44 ans. Bon. Bout de Croup était un des premiers clients de l'agence. Bout de Croup, c'est le patron d'énergie et de toutes les radios musicales. Et puis un jour, il me téléphone vers les années 83 ou 84, je ne sais plus. Et il me dit: il faut que je te voie. Est-ce que tu es libre à déjeuner? Je dis: écoute, oui, mais j'ai rendez-vous avec François Mitterrand, donc il faut que ce soit près de l'Élysée. Il dit: d'accord. Et on est passé devant le restaurant où on a déjeuné. Oui, à l'époque, c'était le Seconi, c'était un restaurant italien. Et il me dit: écoute, il va y avoir les radios libres. Moi, j'ai envie de me lancer là-dedans. Je ne veux pas le faire seul. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'associe 50-50
pour lancer une radio. J'ai déjà trouvé le nom, Énergie. Il m'a Énergie comme ça sur un morceau de papier. Écoute, je lui dis c'est formidable parce que moi j'adore la radio. Puis c'est un bon complément de la publicité. Moi je suis partant. Il faut que j'en parle simplement à mon associé, à Bernard Roux. Et je reviens vers toi dans la semaine. Bon. Et là-dessus, je le quitte pour aller retrouver François Mitterrand. Et puis, chaque fois, il me demandait un peu quel était l'air du temps, qu'est-ce qui se passait. Il me dit alors, président, alors il me dit c'est là aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu d'intéressant? Le président, je sors d'un déjeuner avec Boutko, qui me propose de m'associer pour faire une radio libre. Radio libre, c'est là, ne touchez pas à ça, ça va foirer. Ça va être une catastrophe, il y en aura des milliers, ça ne marchera pas. Ah bon, monsieur le président? 20 minutes après le déjeuner. 20 minutes après le déjeuner. J'arrive à l'agence, je vois Bernard Roux, je lui dis écoute, c'est quand même intéressant ce qu'il va faire, la radio, ça nous sortira un peu de la pub, on gardera notre agence, bien sûr. Et puis je raconte, Mitterrand me dit si Mitterrand t'a dit ça, on n'y touche pas, il sait que c'est ce qui va se passer. Donc surtout, on n'y va pas. Alors désespéré, j'appelle Boutko, je dis écoute, mon associé ne veut pas. Je ne dis pas que Mitterrand m'a dit pique-pan, mais bon. Et chaque fois que je vois Boutko, il sort son téléphone, et puis dans son téléphone, il me dit si on était associés aujourd'hui, tu aurais 1 252 000 euros en banque. Ce qui est marrant, c'est tout au long de votre parcours, la politique a été un peu présente. Comment vous avez géré les campagnes avec les hommes politiques? Quel était votre regard avec les partis politiques? Vous êtes toujours tenu éloigné des extrêmes. Racontez-nous un peu, ça, toutes ces campagnes. Moi, je n'ai jamais fait partie d'aucun parti, oui, sauf le parti des idées. Alors, à l'époque, moi, je voulais qu'en aucun cas ce soit une campagne politique, je voulais que ce soit une campagne sociologique. Il faut dire que 3 ans plus tôt, en 78, il y avait eu une campagne législative en France. Et à l'époque, la communication de campagne se limitait à faire une affiche. D'ailleurs, oui, c'était... Oui, parce qu'on n'avait pas le droit de faire des spots à la télévision. Il n'y avait pas de la télévision. On n'avait pas le droit de faire des spots de radio. On n'avait pas le droit de faire de la presse. On n'avait le droit qu'à une affiche. Donc, le directeur de campagne de chaque parti priait un créatif un peu à la mode de lui faire une affiche. Et je reçois un coup de fil de Jean-Pierre Soisson, qui était le directeur de campagne de Valéry Giscard d'Estaing, et qui me dit fais-moi une affiche. Ah, ça commence à Valéry Giscard d'Estaing. 3 jours après, je reçois un coup de fil du directeur de campagne de François Mitterrand, que je ne connaissais pas, qui me dit fais-moi une affiche. J'hésite et je me dis bon, si j'en fais plusieurs, je ferai plus une chose d'en avoir une. Donc pourquoi pas. Bon. Ce qui est délicat de travailler pour les deux camps. Voilà. Et puis 3 jours après, Jean-Michel Goudard, mon associé, m'appelle et me dit écoute, lui était chargé de la campagne de Chirac, qu'il connaissait bien. Et, bon, il dit on a des photos formidables que nous avons faites par un photographe américain pour Chirac qui sont magnifiques, mais on n'arrive pas à trouver le slogan. Est-ce que tu peux venir nous aider à trouver le slogan? Je me précipite et moi je leur dis écoutez, Chirac c'est un gagneur, c'est un battant, etc. Moi je vous propose la France qui gagne, la France qui ose, la France qui, la France que, etc. Bon. Et ils acceptent le slogan. Une semaine après, je descends dans la rue, j'ai mes 3 affiches. J'ai mes 3 affiches, c'est à n'y pas croire. C'est mes 3 affiches. Bon. Tu vois, elles sont dans les livres. Bon. Passe l'élection, je ferme ma gueule. Passe l'élection. Je réunis. Les uns et les autres savaient que... Personne ne le savait. Personne ne le savait, tout le monde trouvait ça très bien. Personne ne s'était posé la question. Bon. Et à la fin de l'élection terminée, je réunis une petite conférence de presse d'une vingtaine de journalistes avec mes 3 affiches. Et je leur dis, est-ce que vous trouvez normal que ce soit le même publicitaire qui a fait ces 3 affiches? Pas une ligne dans les journaux. Rien. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Ouais. À une époque, aujourd'hui ce serait un scandale. Je dis ça chez Pascal Praud, et il y a une émeute. Bon. Eh bien, 2 ans et demi plus tard, je prends ma plume
j'écris à mes 3 annonceurs. Je leur dis, vous ne savez peut-être pas, mais c'est Messieurs. moi qui suis l'auteur, qui a été l'auteur de votre affiche, etc. Mais j'ai été aussi l'auteur de l'affiche de vos 2 concurrents. Je pense que ce n'est pas une chose à recommencer pour les présidentielles, ça finirait par se savoir. Ah ouais. Donc, moi, je voudrais me mettre à votre disposition. Je me suis préparé, je suis allé plusieurs fois en Angleterre, plusieurs fois aux États-Unis, suivre les grandes campagnes internationales. On est très en retard en France. Je voudrais participer à cette campagne. Dites-moi si vous êtes partant. Par retour de courrier, je reçois un petit mot de François Mitterrand qui me dit « Si vous êtes libre demain à déjeuner, rendez-vous à 1h à telle adresse. » Je me précipite à l'adresse, j'arrive, c'était un petit restaurant, je lève les yeux, le pactole. Je dis bon, Dieu est avec toi, c'est pas ça le truc, hein, c'est pas ça le truc. Bon, effectivement, c'est merveilleux. Mitterrand va me faire un numéro de séduction. Il fait toujours un numéro, quand il a besoin des gens, il faisait toujours un numéro de séduction extraordinaire, mais il le faisait une fois, jamais 2 fois. Et donc, il va me dire, écoutez, qu'est-ce que vous connaissez à la politique? J'ai dit rien. Est-ce que vous avez déjà voté? Non. Il dit, mais écoutez, vous êtes nul en politique. Écoutez, moi je vous propose un truc, on va se voir tous les lundis matins de midi à 1h de l'après-midi. Moi, pendant une demi-heure, je vous apprends la politique, parce que vous ne pouvez pas faire une campagne sans connaître la politique. Et pendant l'autre demi-heure, vous m'apprenez la communication, parce que moi, je ne connais rien à la communication. Ça s'est passé comme ça, dès septembre. À la 3e fois, Mitterrand me dit, écoutez, j'arrête. Vous ne comprendrez jamais rien à la politique. Donc, je perds mon temps. Par contre, tout ce que vous me racontez sur la communication, ça m'intéresse. Donc, concentrons-nous là-dessus. Et donc, on s'est concentré là-dessus jusqu'à l'élection. Et je me souviens du jour où on en est arrivé au slogan. Parce qu'on a mis beaucoup de choses en avant, on a préparé beaucoup de choses. Et puis, je dis, vous savez, on était allé sur un slogan. Donc, c'est quand même le moment le plus important. Il m'a dit, oui, mais alors préparez-moi plusieurs slogans. Je dis, non, président. Moi, je n'en veux qu'un. Mais vous pouvez le refuser. Mais je n'amènerai jamais 3. Vous me le refusez, puis je reviendrai 15 jours après, puis je reviendrai 15 jours après. On retravaillera si nécessaire. Voilà. Bon. Il me dit, écoutez, d'accord. Moi, je réunis les créatifs de l'agence, je leur dis, écoutez, il faudrait trouver un slogan différent, etc. Je raconte qui est Mitterrand. Il me dit, Mitterrand, contrairement à ce qu'on croit, il ne veut pas du tout la révolution, il veut une évolution de la France. C'était la grande crainte à l'époque, quand les la socialistes arrivent, certains avaient peur que les chars russes viennent. Exactement, il est le contraire de ça. Deuxièmement, tout le monde dit qu'il est mou, qu'il est ceci, qu'il est cela, etc. Moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé un peu avec lui et le connaître mieux, c'est un vrai dur à l'intérieur. C'est pas n'importe qui. Il y a un des mecs qui dit que c'est une sorte de force tranquille, ton mec. Et puis on essaye de trouver un slogan. Et au bout de 4 heures, moi j'avais écrit sur une charte tous les slogans un peu, il n'y avait rien. J'ai dit, écoutez, il n'y a rien. Mais il y a un truc, tout à l'heure, il y a un mec qui a dit force tranquille. Moi je trouve que ça définit ce mec. Je lui ai dit, mais tu es fou, tu ne vas pas faire une campagne en disant la force tranquille. Tu as le droit de faire une campagne en disant une France forte et tranquille. Ça c'est de la politique. Mais de dire d'un mec qu'il est la force tranquille, tout le monde va rironner, c'est ridicule, tu peux pas présenter ça. Mais je dis non, moi je vais présenter ça. Là tu vas perdre le client. Fais tes conneries. Donc on t'en dissuade alors, on te dit n'y va pas. Fais tes conneries, etc. Bon. Et moi j'arrive chez Mitterrand, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que ça va être ça? C'est incroyable. Maintenant, il y a des fois Champs-Élysées partout. C'était l'ancienne galerie ici. Il y avait une galerie. Ouais, ça va devenir un gros truc. Ouais. Bon, donc, revenons-en à Mitterrand. Donc, je dis à Mitterrand, la semaine prochaine, je vous amène le slogan. J'arrive la semaine prochaine. Moi, j'avais écrit La Force Tranquille en typo, tu vois, sur un petit carton blanc comme ça. Et, donc, très simple. Très simple, voilà. Je dis au président, fermez les yeux, ouvrez les yeux. Et je le vois rentrer dans le slogan, mais vraiment attiré par le slogan. Et il y a un silence qui dure 30 secondes, 40 secondes, enfin, une éternité. Et il me dit, Séguéla,
vous m'avez trouvé. Wow. Moi, je ne me rendais pas bien compte. Je ne me rendais pas bien compte. J'ai dit, mais c'est vrai. Un slogan, ça doit révéler un homme. Pas un parti. Parce qu'il y a une règle de base dans les conventions politiques. On vote pour un homme et pas pour un parti. Une France forte et tranquille, c'est un slogan socialiste. La force tranquille, c'est le slogan d'un homme. Deuxièmement, on vote pour une idée et pas une idéologie. La force tranquille, c'est une idée. Et la preuve, 40 ans après, on en parle encore. Et puis troisièmement, on vote pour le futur et pas pour le passé. C'est les trois règles de la communication. Et la force tranquille a failli ne jamais sortir. Parce que 3 mois plus tard, on est au début de janvier, les affiches vont être collées le 15 janvier. Mitterrand m'appelle, me dit Séguéla, il y a une catastrophe, venez tout de suite. Je le retrouve rue de Bièvre. Il me dit Séguéla, parce que moi j'avais dit à François Mitterrand, moi je veux bien faire la campagne, mais seul avec vous. S'il doit y avoir des socialistes, des experts, etc., c'est pas pour moi, pour moi c'est perso. Il m'avait dit, vous avez raison, moi je ne les veux pas autour de moi, on fera ça tous les deux. Et il dit, Séguéla, on n'a pas présenté l'affiche, mais c'est les socialistes qui payent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il me dit, bon, ben, je vous réunis les socialistes demain matin à Solferino. Ils venaient de déménager à Solferino. C'était une des premières réunions. J'arrive à 8 h du matin, il y a 20 socialistes autour de la table. Mitterrand est là. Il dit, écoutez, moi j'ai eu une interview qui va durer une demi-heure. Pendant ce temps-là, Séguéla va vous raconter la campagne et on revient pour en parler ensemble. C'est Quiles qui était le directeur de campagne. Donc il dit, écoutez, moi je vous propose une chose. Je vous propose à blanc que tout le monde vote. Et puis après, on expliquera chacun expliquera son vote. Bon. Tout le monde vote. 20 voix contre. Gros succès. Les mecs ne sont pas normaux. Il y avait une unanimité contre. Un mec qui comprend le truc. Bon, et ils disent tous, mais c'est pas possible, c'est pas politique, où est le message, qu'est-ce que ça veut dire, on ridiculise Mitterrand, déjà que tout le monde lui tape dessus, maintenant ça va être la force tranquille, on va se foutre de sa gueule, il n'a rien d'une force tranquille en plus, bon, c'est aberrant. Bon. Mitterrand revient, voilà. Dit alors Séguéla, comment c'est passé? Parfaitement bien. Bon, monsieur le Président, on a voté, ah oui, et alors, résultat des votes, 20 voix contre. Ah bon? Ben écoutez, on est en démocratie, donc moi je n'ai pas voté, et il s'assoit sur sa chaise, tu vois, à la table, et il dit, écoutez, cette campagne, on va la faire, parce que moi, je vote pour, et c'est ma campagne, et pas la vôtre. Wow. J'ai mis 5 ans à récupérer les 20 socialistes, qui tous seront ministres 3 mois après. J'ai mis 20 ans à les récupérer, tellement ils avaient été vexés par Mitterrand. C'est incroyable l'histoire. Incroyable l'histoire. Et il est élu. Et ce slogan, on en parle toujours. Et on le présente d'ailleurs comme un des plus beaux et plus forts slogans. Voilà. Et il est né par hasard. Et il s'est sauvé la peau par hasard. Bah, comme beaucoup d'aventures. Parce que si Mitterrand n'avait pas eu le courage de dire non, de l'imposer à son parti, et aux 20 mecs qui étaient autour de la table. Parce que c'est ça un président, c'est un mec qui en a, hein, c'est Hemingway, en avoir ou pas. Bon, mais s'il n'y avait pas eu ça, mais je savais qu'il venait me gérer, c'est la police. Ce sont les motards. Ce sont les motards. Oui, voilà. Ils vont nous ouvrir avec les gyrophares. C'est l'Élysée. C'est l'Élysée. Est-ce qu'il y a eu, au cours de ta carrière, des marques, des personnalités politiques où tu as refusé? Parce que justement, poète, tu t'es dit, moi ça me convient absolument pas. Bien sûr, je ne peux pas travailler pour eux. Moi, ça va à l'encontre de ce que je crois. J'ai refusé plusieurs campagnes. J'ai fait 19 campagnes internationales. J'en ai fait 4 en France, 2 pour Mitterrand, 2 pour Jospin. Et j'en ai fait 16 autres au Chili,
en Israël. Est-ce que tu veux qu'on tourne autour de la place? Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière ça. Pourquoi ils nous ont mis un... Donc, on ne sait pas, c'est fermé. Bon, d'accord. Donc, en Pologne, en Slovaquie, dans tous les pays du monde. Bon. Mais j'avais une règle. Un, que le candidat soit démocrate. Deux, qu'il veuille propulser son pays vers le futur. Trois, qu'il soit honnête. Bon, honnête, on ne sait jamais avant. Bon. C'est plus dur. Ça, c'est que chemin faisant. Ouais. J'ai refusé plusieurs campagnes. Et la pire demande que j'ai eue, Kadhafi. Oui. Donc je reçois un jour une lettre de Kadhafi qui me demande d'aller voir son ambassadeur à Paris. Moi j'ai cru un peu à un canular. Je téléphone à l'ambassadeur qui me dit oui, je le savais, donc est-ce que je peux vous voir, etc. Donc je vais le voir. Il me dit voilà, le président Kadhafi voudrait que vous occupiez de son image pendant 10 ans. Il vous propose un contrat d'1 million par an, payé en Suisse. Donc c'est la double faute. Ok. Ouais. Ben, j'ai dit écoutez, merci. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir accepter. Ah mais il ne faut pas me faire ça, moi il va me virer, etc. J'ai dit écoutez, je suis désolé. Bon. J'ai pris mon stylo à plume et ma page bleue, parce que je n'écris que sur des pages bleues, comme la reine d'Angleterre, comme le feu la reine d'Angleterre. Bon. Et je lui ai expliqué pourquoi. Il ne répondait pas à mes 3 critères. Donc, je ne pouvais pas. Je suis désolé, aucune case ne peut être remplie. Je ne pouvais pas. Aucune case n'était cochée. Donc, à revoir sa copie. Alors, j'en profite pour vous raconter une histoire incroyable de Mitterrand. Ouais. À peine élu, ça a été une catastrophe pour l'agence. La première semaine, il y a un grand bijoutier qui vient me voir, qui me dit écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime ta création, mais je ne peux pas te garder comme publicitaire, parce que moi j'ai des clients qui sont tous de droite, anti-Mitterrand. Donc on va s'arrêter là. Bon, c'était pas un gros client, donc je ne me méfie pas. Une semaine plus tard, un des gros clients de l'agence a le même raisonnement. Je veux dire, les choses deviennent graves. Donc, mes associés, parce que l'agence était Roux, c'est Kedak, Kaysak et Goudard, donc mes 3 associés, Goudard et Kedak, me convoquent à un déjeuner. Qu'est-ce que ça veut dire? Et me disent écoute, on a réfléchi, tu ne peux pas rester dans l'agence. On va perdre un client par semaine, c'est foutu. Donc il faut que pendant 3 mois, tu prends 3 mois de liberté, tu reviens bien entendu après. Tu vas aux Bahamas, tu fais le tour du monde en bateau, tu fais ce que tu veux, etc. Mais tu disparais de la France et du champ. Hors des radars. Hors des radars et hors des journalistes de la France, etc. Je lui dis, écoutez, vous êtes fous, vous connaissez pas Mitterrand. Mais oui, mais c'est il va détruire la France. Mais écoutez, moi je vais vous présenter Mitterrand. Mais on ne veut pas le voir, etc. Je vois Mitterrand 2 jours après ça. Je dis, président, il faut me sortir de là parce qu'ils veulent me virer. Tout le monde a peur de vous. Tout le monde a peur de vous. Ils veulent vous virer. Ah bon? Ben écoutez, organisez-moi un dîner. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour charmer les publicitaires? Il faut raconter des histoires. La pub, c'est de raconter des histoires. Donc vous leur racontez des histoires. Et, bon, mais très bien. Alors, 3 jours après, dîner chez moi. Donc Roux, Seguela, Kaysak et Goudard et Mitterrand. Et Mitterrand commence à dire, vous savez, on me prend pour ce que je ne suis pas. Par exemple, je vais vous étonner, mais Havas, qui est votre premier concurrent, est une agence d'État. Car à cette époque, l'agence était une agence nationalisée. Eh bien, moi, je vais le privatiser. Donc, vous ne pourrez pas dire que l'État apporte ses budgets à une agence, etc. Parce que c'est une agence privée. Mais bon, mes associés commencent à dire, ah bon, d'accord. Et puis d'ailleurs, vous savez, nous les présidents, on est des gens comme les autres. Moi, par exemple, je suis très étourdi.
Figurez-vous que le jour de la passation de pouvoir, c'est-à-dire le lendemain de l'élection, à 10h du matin, Giscard d'Estaing me recevait dans son bureau pour passer le témoin. Et le témoin, c'est le code atomique. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le code atomique, c'est pas un code qui est sur un ordinateur. C'est un code que tu as autour du cou. Dans une toute petite truc. Non, non. Et donc, je vois Giscard enlever sa cravate, ouvrir sa chemise. Je me dis, je vous passe le code. Et moi, dit Mitterrand, j'ai pas osé devant Giscard enlever ma cravate, me déshabiller. Tout, bon, et je mets le code dans ma poche. Et puis la journée se passe, c'est la rose au Panthéon, je n'en peux plus de hurrah, je ne sais plus où je suis épuisé. Je me couche. Le lendemain matin, je suis à mon bureau à 10h et je dis, mince, le code atomique. Bon, et j'avais changé de complet. Donc je téléphone à la maison et ma femme me dit, ton complet est parti au pressing. Non. C'est vrai? Non, vraiment? L'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Bon, et Mitterrand appelle tout de suite un motard et dit foncez à 300 à l'heure. Sauvez-moi ma veste. Sauvez-moi ma veste. Et il arrive in extremis. Ça fait marrer mes copains publicitaires. Tu n'étais pas devenu publicitaire? Tu serais resté pharmacien ou tu... Ah non, je pense que j'étais vraiment pas fait pour la pharmacie. J'étais fait pour quelque chose qui bouge. Et puis surtout, c'est le tour du monde qui m'a sauvé. Parce que d'abord, il m'a appris le monde. J'avais 20 ans. Le monde était un monde de bonheur à cette époque-là. On n'avait pas d'armes. On n'a jamais été importuné. On avait des petits boulots. Moi, mon boulot, c'était des tireurs de chaussures. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que d'avoir une petite valise comme ça de chaussures. Et puis tu te mets devant un hôtel, tu mets la voiture à vente, et boum, oui, les mecs qui descendaient de l'hôtel, même au fin fond de l'Afrique, il y a toujours des hôtels au fin fond de n'importe où. Ils voyaient ma 2 chevaux. Il y en avait beaucoup, ils n'avaient jamais vu 2 chevaux de leur vie. Donc on se liait d'amitié, ils nous mettaient les pourliches comme ça, et puis ils me disaient, mais non, tu ne vas pas me tirer les chaussures, etc. Ils me donnaient, ou ils nous invitaient à déjeuner, à dîner, etc. C'était l'entrée en matière de plein de choses, etc. Des souvenirs au Japon aussi. Vous étiez mannequin vivant dans des... Mannequin, c'est quoi? Et de même au Japon. Au Japon, c'était très difficile parce que... Non. On ne parlait pas japonais, personne ne parlait anglais. C'est très très dur. Et donc je me suis dit, il faut trouver un métier muet. C'est pour ça que j'ai pensé aux mannequins. Aux mannequins, à l'époque, ça existait dans le printemps et dans le Galerie Lafayette, il y avait des mannequins qui étaient comme ça, qui faisaient des gestes, qui étaient en dans les vitrines. Dans les vitrines. Tu n'étais pas né il y a 60 ans, 70 ans. Et donc c'est ça que j'ai proposé à Seibu, qui est le Galerie Lafayette japonais, et le directeur a accepté. Et en une semaine, on a gagné de quoi faire tout le tour du Japon. Incroyable, écoute. Et donc, pour répondre à ta question, je sais le métier que j'adorerais faire, que je vais faire dans une seconde vie. Moi, je crois que ça ne peut pas s'arrêter là. Hein. Les forces de l'esprit sont là-haut, donc on va se reconstituer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais François Mitterrand, on va revenir. François Mitterrand toujours. Donc, j'aimerais faire le métier de mon fils. Je suis tellement heureux qu'il fasse ce métier-là. Je voudrais être producteur, auteur et réalisateur de films. Et mon fils sort dans 15 jours, le 15 mars, son 4e film, qui s'appelle Un homme heureux. Il est en train de terminer le biopic de Bernard Tapie pour Netflix. Et donc il est en train de réussir sa vie de cinéaste. Qu'est-ce que tu penses des plateformes? Est-ce que ça te parle, les plateformes comme YouTube? Est-ce que ce sont parfois des mini-télés? Tu vois l'interview qu'on fait ensemble? Oui. Ça aurait pu être une interview qui aurait pu aller à la télé. Oui, mais ça c'est le format des jeunes. Ouais.
moi j'ai été trop élevé à la pellicule, à hauteur en porte le vent, qui dure 4 heures, et que j'ai vu 5 fois, pour être accroché par une pub de 5 minutes, par un film de 5 minutes. Je reste toujours sur ma faim. Mais c'est quand même le format de la jeunesse. Donc il faut lui laisser en espérant que quand même un jour elle ira la vraie créativité qui est le cinéma. Jacques, 1000 merci. Voilà, on a voyagé dans le temps, dans les époques, on a voyagé, on a eu des fous rires, voilà. Il y a eu des merveilles, et tout ça c'est passionnant, et c'est grâce à la voiture. Et il y a eu une très belle définition de l'automobile, au tout démarrage, avec toi. Voilà. Écoute, les meilleures choses ont une fin, et la magie doit faire la sieste. Donc, cut. Waouh!